Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Denis. Il y a quelques semaines, lorsqu'on a préparé cette discussion, j'avais souhaité évoquer avec toi l'éco-anxiété. Il y a quelques mois, j'ai participé au parcours de la CEC, de la Convention des entreprises pour le climat, et c'est un parcours qui commence par un constat sur le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité. Donc c'est un constat qui est assez traumatisant et qui crée en fait de l'anxiété. Et j'ai même remarqué autour de moi des gens qui finalement étaient très anxieux et même abandonnaient presque les petits gestes pour essayer d'avoir un impact positif sur la planète. Oui, démissionner ou faire Exactement, le problème. voilà. Et puis plus récemment, l'actualité nous a rattrapés, alors plus sur le plan politique cette fois, avec ce qui se passe en France. Et évidemment, j'ai remarqué là aussi, de ce point de vue-là, beaucoup d'anxiété sur l'incertitude. Et donc du coup, je voulais échanger avec toi et élargir finalement ce thème de l'anxiété, non plus seulement sur l'écologie, mais également peut-être sur les aspects plus sociaux. Oui, plus généraux. Alors, c'est vrai que moi, je suis médecin psychiatre, donc j'ai tendance à voir les problèmes de manière un peu carrée. Donc, l'anxiété, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément un mal en soi. Donc, que nous ayons un peu d'éco-anxiété pour nous mobiliser, c'est plutôt une bonne chose, plutôt que de l'éco-insouciance. Donc, ça, c'est le premier point. Et c'est vrai que c'est une fonction naturelle. Dans le monde naturel, les humains, les animaux, tous les vivants, ont cette capacité à l'anxiété qui consiste principalement en deux choses. Être capable d'anticiper, ne pas rester juste le nez sur ce qui se passe actuellement, mais se dire oui, mais après, que va-t-il se passer? Typique de l'éco-anxiété dans un mois, 1 an, 10 ans. Donc on anticipe, pour le meilleur et pour le pire, parfois on se trompe dans les anticipations, et on se focalise sur le problème pour tenter de le résoudre. Et donc, ça, c'est le réflexe anxieux. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a une bonne voie, moi je trouve, de l'anxiété, c'est l'anxiété adaptative. Une fois que je me suis dit, il y a ce problème, il va déboucher peut-être sur ça, et je me préoccupe un peu de ce sujet, eh bien, si je passe à l'action, si je m'engage dans des actions, dans un partage avec d'autres personnes, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait ensemble, agir et partager, déjà, c'est anxiolytique en soi, et puis ça a des chances de diminuer le problème en lui-même. Après, il y a un mauvais virage, une mauvaise bifurcation de l'anxiété, c'est on a tellement peur que notre focalisation est totale et on se met à ruminer. On pense à ça tout le temps, et finalement, ça nous pompe toute notre énergie au détriment de l'action. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas l'anxiété le problème, c'est notre réaction à l'anxiété. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Après, tu parlais d'incertitude, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de chercheurs, l'anxiété, c'est une intolérance à l'incertitude. C'est une sorte d'allergie à l'incertitude. Chaque fois que je ne sais pas trop ce qui va se passer, l'avenir du pays, mon boulot, ma santé, la santé des gens que j'aime, demain est incertain, par exemple. Eh bien, je peux avoir une réaction d'anxiété, et donc intolérance à l'incertitude. Soit je vais tenter de régler ça en faisant baisser l'incertitude, par l'hypercontrôle. J'essaie de tout verrouiller, de tout prévoir, de tout planifier. C'est les gens qu'on appelle les contrôles frics. Ça peut marcher un certain temps, mais à la longue, c'est épuisant. Bien sûr. Soit je me dis, faut baisser ton intolérance. Il faut développer ta tolérance à l'imprévu, au machin qui déboule dans ta vie, que tu vas pas pouvoir totalement régler, mais tu vas essayer déjà de faire un premier pas, de t'adapter. Donc, voilà, c'est tous ces critères qu'il faut prendre en compte pour comprendre l'anxiété. Et donc, ce dont tu parlais concernant l'éco-anxiété, actuellement, il y a un mauvais cocktail pour l'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'on est submergé à jet continu d'informations préoccupantes quand même. Et déjà, ça capte beaucoup de notre attention, et avec un sentiment d'impuissance à agir. C'est le syndrome de l'info en continu. Oui. On pense aujourd'hui que les chaînes d'info en continu, les radios d'info en continu, ne sont pas faites pour être vues ou écoutées en continu. Surtout pas. Il faut se désengager régulièrement, aller prendre des infos de temps en temps, les digérer et puis agir. Sinon, le cocktail, je suis biberonné aux infos inquiétantes et je suis pétrifié, je ne vois pas ce que je pourrais faire
d'efficace. On peut toujours faire des choses, mais on a l'impression que si je fais pas quelque chose d'efficace et spectaculaire, c'est inutile. Donc là, ça nous fout droit. Et du coup, on a ce réflexe dont tu parlais au tout début, des personnes qui se disent J'abandonne. J'abandonne. Non, c'est trop terrifiant, je suis trop impuissant. Allez, je laisse tomber. Ouais, c'est intéressant. L'autre sujet, alors qui est forcément lié, qui est lié un peu à la transformation, notamment dans le milieu des entreprises. Sycomore est une société, comme beaucoup d'autres, qui évolue, qui se transforme. On a envie de se développer à l'international, donc on a changé un peu notre organisation, on a changé notre stratégie. Et j'ai constaté que pendant cette phase de transformation, il y a beaucoup d'anxiété, parce que c'est un changement. Si on ramène ça au monde de l'entreprise ou des équipes ou des groupes, comment, de ton point de vue, on arrive à transformer finalement cette énergie un peu négative en une énergie positive? Oui, alors ça, c'est un autre problème théorique, une autre modélisation qu'on fait par rapport au changement, qui effectivement fait partie d'une existence individuelle et institutionnelle. Voilà, les gens changent, les entreprises changent. Nous, on parle plutôt à ce moment-là de stress dans un premier temps. Le stress, qui est cette réaction adaptative du monde vivant. Chaque fois qu'un être vivant est soumis à un changement, il se met à faire plus chaud, plus froid, il y a moins de nourriture, plus de nourriture, il y a plus de bruit, moins de bruit. C'est un stress, c'est une micro-agression, ou parfois macro-agression. Et donc, biologiquement, ça déclenche en nous un petit état d'alerte qui nous prépare à réagir à ça. Donc, notre cœur cogne un peu plus fort, notre cerveau se met à tourner plus vite. Et là encore, c'est là que ça ressemble un peu à l'anxiété. C'est destiné à nous aider à affronter la situation, à nous permettre d'agir et de nous lancer sur la situation. Et on sait qu'à ce moment-là, le cerveau fait inconsciemment 2 évaluations. C'est le modèle de la double évaluation du stress. On évalue la menace et on évalue nos capacités à répondre. Et donc ça, c'est très important parce que dans le stress, quand il y a un changement dans une entreprise, par exemple, on va évaluer ce changement comme une menace possible. Pas forcément, voilà. En général, on ne dit pas aux gens, on va vivre un changement menaçant. Non. On va vivre un changement qui va être stressant, fatigant, mais pour aller vers le mieux. Pour autant, le cerveau humain, c'est pas de la mauvaise volonté, se dit, bon, très bien, le mieux, mais et le moins bien. Le moins bien. Quoi va-t-il consister? Donc, on évalue le problème, le danger, et puis ensuite, on évalue nos capacités à faire face. Et donc, c'est là qu'il faut réfléchir aux moyens de faire que ce stress ne soit pas trop intense et que justement, il puisse devenir une source d'énergie au lieu de devenir une source de souffrance, d'inertie ou de rétropédalage même. Et là encore, ça ressemble à l'anxiété. Ce qui est très important dans notre façon d'évaluer le problème, c'est que on ait les informations, qu'on sache le plus possible, pas tout savoir, mais ce qui va se passer. Et puis, dans notre façon d'évaluer nos réponses, il faut qu'on soit préparé. Je te donne un exemple. Un médecin ou une infirmière, un soignant, qui passe au bord d'une route et qui voit un accident. Il s'arrête et la personne saigne, est inconsciente. Si tu n'es pas médecin, c'est terrifiant. Tu vois quelqu'un d'immobile, tu ne sais pas s'il est mort. Mais si tu es médecin, tu as le savoir-faire. Tu sais, voilà, je regarde d'où viennent les saignements. Si ça vient de la tête, pas forcément grave, le cuir chevelu, une petite plombe et du sang partout. Tu prends le pouls, tu regardes la pupille. C'est-à-dire que tu as tout ce savoir-faire qui te permet d'être plutôt sur un stress positif, c'est-à-dire constructif. Tu vas faire ce qu'il faut rapidement, tu vas écarter le point qui te gêne, etc. Et puis surtout, tu vas être capable d'évaluer correctement le danger. Parce que tu as été formé à la fois à savoir d'où peuvent venir les problèmes ou non, et à savoir quoi faire. Et donc, c'est vrai que ce sont ces 2 variables, comment bien préparer en donnant des informations, mais aussi en donnant des savoir-faire par rapport à tout ça. Il me semble que dans les différents échanges qu'on avait eus, tu disais aussi que c'était important d'accepter, en fait, cette émotion. Absolument. Un peu, la première étape, c'est déjà de l'accepter, peut-être de l'analyser, Oui. voilà. Mais oui, c'est pour ça que
ce qu'on disait tout à l'heure, l'anxiété, c'est pas un problème, c'est un phénomène normal. Voilà. Le stress, c'est pas un problème en soi, c'est un phénomène. Et donc se dire, ok, même, ça c'est tous les travaux actuels sur les émotions qu'on appelait autrefois négatives. Il faut pas dire négatif, il faut dire douloureux. La tristesse, elle a son utilité, elle nous force à nous immobiliser, à réfléchir à ce qui ne va pas. La colère, elle a son utilité, elle nous pousse à réagir. Le stress a son utilité, il nous donne de l'énergie. On a des études qui montrent ça chez les sportifs. Sportif insuffisamment stressé, il va être moins performant. Trop stressé, il va être moins performant. Donc il y a cet optimum. Mais comme tu le dis, c'est très important d'accepter que ça arrive, de comprendre en quoi ça consiste et d'avoir été un peu préparé pour faire que le stress ne distorde pas trop ma façon de voir les problèmes et que j'ai un peu les savoir-faire. Est-ce qu'il y a un élément, de ton point de vue, culturel? C'est-à-dire, est-ce que, moi je le vois beaucoup pour avoir travaillé dans des organisations très internationales, souvent avec des équipes françaises, on a tendance à voir le verre à moitié vide, beaucoup plus qu'une population asiatique, par exemple. Du coup, est-ce qu'il y a un élément culturel quelque part dans la peur du changement? La perception du changement et la perception du danger que présente ou du stress que va représenter le changement. Oui, ça c'est clair. Enfin, de façon générale, il y a eu un changement historique. C'est qu'on est devenu un peu plus douillet par rapport au stress. Comme nos vies sont plus confortables que les vies de nos ancêtres. Et c'est très bien. Moi, je n'ai pas du tout envie de me remettre à vivre sans chauffage central, sans sécurité sociale, sans chômage. Ça serait pas. Mais comme on a plus de confort, évidemment, le stress nous paraît plus anormal qu'il ne l'aurait paru à des personnes il y a un siècle ou deux, ou même 50 ans. Et après, il y a ces variations culturelles propres à la géographie ou à la zone géographique, aux Européens, et même les Européens du Nord, du Sud, sont différents. Et les Français, malheureusement, on a des qualités, mais on a aussi cette espèce de truc, mais très étrange et incroyable. La vie intellectuelle française et les intellectuels français se construisent beaucoup plus sur le rejet, le cynisme, la méfiance, que sur l'optimisme, l'énergie et la confiance. Et en France, quand tu fréquentes ce milieu des intellectuels, si tu essaies de professer des idées un peu positives, d'optimisme et de confiance, on te regarde comme soit quelqu'un qui manque d'intelligence ou de lucidité, et soit comme quelqu'un qui fait de l'enfumage. Et on n'arrive pas à penser que la confiance et l'optimisme sont des vertus. Et on pense que c'est des manques, au contraire. Et ça, c'est vrai que c'est très français, que ça fait du bien. Voir qu'il y a d'autres cultures qui disent non, faut pas être aveuglément confiant, mais la confiance est une force. Faut pas être aveuglément optimiste, mais l'optimisme est une force. Le problème, c'est qu'on est dans un bain culturel depuis qu'on est tout petit. On est entouré de gens qui nous poussent à voir le verre à moitié vide. Donc, c'est un effort d'aller vers le verre à moitié plein. Alors, en tout cas, ce que je retiens, c'est en tant que dirigeant d'entreprise, que manager, c'est l'importance de la communication, de l'information. En fait. Très important. C'est du partage d'informations et de communication. Exactement. Vraiment, l'action, l'information, le partage en équipe, le lien social, c'est trois antidotes très puissants. Je comprends. Sur un tout autre sujet, je voulais qu'on échange sur notre rapport aux écrans. Alors, il se trouve que Sycomore a notamment, à travers ses investissements, rédigé un certain nombre de réflexions sur la politique des entreprises dans lesquelles on investit, concernant l'impact sur la santé mentale et sur le bien-être des gens. Et donc, on a notamment, entre autres, on évite d'investir dans des entreprises où l'impact est négatif. Et je pense que je donne comme exemple les jeux vidéo. Donc on refuse d'investir dans les jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'addiction. Et on sait d'ailleurs que, tu pourras certainement en parler, c'est que les écrans chez les jeunes, ça peut créer de l'isolement, ça peut créer des problèmes de concentration.
Et donc, du coup, c'est vraiment un élément important dans notre approche de l'investissement. Ça fait partie de notre charte sur l'investissement responsable dans la technologie. Et donc, je voulais qu'on échange aussi sur ce point. Ouais. Comment on gère son rapport aux écrans, parce que c'est quand même une innovation. Donc, on est quand même, c'est quand même Oui. de super outils. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ça nous prive de tout lien avec nos amis, avec la nature. Oui, c'est une innovation formidable, les écrans, vraiment, c'est une invention géniale, hein, franchement, plein d'avantages, mais qui nous a submergés, qui est arrivé tellement vite dans nos cultures, dans nos civilisations, dans nos vies, que on ne s'est pas encore adapté à leur bon usage. Puisqu'en fait, les écrans, c'est comme toutes les bonnes choses, hein, c'est l'usage qu'on en fait qui rend la chose bénéfique ou toxique. La nourriture, c'est génial, mais si je mange trop ou mal, voilà, je vais abîmer ma santé. L'alcool, un petit verre ou deux, c'est super sympa, et au-delà, je vais perdre le bénéfice. Et les écrans, c'est pareil. Donc la consommation d'écran, aller chercher des infos, être en contact avec mes proches, c'est super, franchement, tout ce que ça nous a apporté. Mais malheureusement, pour deux raisons. D'abord, on est devenu, beaucoup d'entre nous, devenant dépendants ou avant tendance, sans bien. Mmh. La première de ces raisons, c'est que les concepteurs de contenu d'écran font tout pour nous rendre accros. Ça, c'est du neuromarketing. Ils embauchent des chercheurs en neurosciences qui expliquent exactement comment rendre les gens dépendants au contenu, comment faire qu'ils n'aient pas envie de lâcher ou qu'ils aient toujours envie de revenir. Ça, c'est diabolique. On n'a pas le temps d'en parler ici, mais c'est, j'allais dire criminel. En tout cas, c'est vraiment, c'est calculé pour, quoi. Voilà, c'est comme à un moment donné, les fabricants qui mettaient plein de sel, plein de sucre, plein d'exhausteurs de goût, avant qu'on commence à contrôler un peu tout ça. Fabricants de nourriture, de junk food. Et la deuxième chose, c'est que notre cerveau adore ça spontanément. C'est-à-dire notre cerveau adore ne rien faire et être gavé sans se bouger. Et on a cette fragilité, on a un cerveau qui est vulnérable à ça. Notre cerveau, il vient d'une espèce qui a vécu dans la rareté et dans la pénurie pendant tout son développement. Des millions d'années de développement de notre espèce, il n'y avait pas assez à manger, il n'y avait pas beaucoup d'infos, il ne se passait pas grand-chose. Donc, dès qu'il y avait un truc à avaler, une information à se mettre sous la dent, notre cerveau était avide de ça. Il gérait mieux la pénurie que la pléthore. Et donc, pour les infos, on est très, très fragile. Donc oui, et c'est un problème de santé publique. Oui. Et effectivement, les enfants sont la génération sacrifiée. Donc, le boulot des parents, quand ils le peuvent, c'est de freiner. Le boulot de l'école doit être à tout prix de faire qu'il y ait des temps d'école sans aucun écran, parce que toutes les études montrent qu'il y a des dégâts sur les capacités attentionnelles, puisque les contenus d'écran sont faits pour fragmenter notre attention, ne nous demander aucun effort et nous donner beaucoup de récompenses sans effort, et des dégâts sur le lien social. Les écrans isolent, et on a tous vu ces scènes, effectivement, de personnes au restaurant, chacun regarde son écran. Dans la rue, on ne regarde plus les autres humains, on regarde nos écrans. Dans les transports, on ne prend même pas 30 secondes pour regarder la tête des gens autour de nous, dans le métro, dans le bus, dans le train. On va direct sur son écran. Donc, c'est une catastrophe pour nous, en termes de santé, qui est en train de se produire. Et je ne savais pas que vous étiez vigilant sur ces choix, vos investissements, mais alors là, j'applaudis les deux. Oui, parce qu'en plus, les implications, elles sont même physiques, hein, parce que du coup, ça prive l'accès à l'activité physique. Donc, du coup, quand tu vois que les gamins passent plus de temps aujourd'hui sur leurs écrans que dans la nature ou que avec de l'activité physique, et même que d'activité d'échange réel, là, tu te dis, catastrophique. Donc, là encore, soulignons le danger, ne nous pénifions pas en disant rien à faire, mais voilà, chacun de nous, à son échelle, peut consommer moins d'écran et de faire que les temps familiaux, il n'y ait pas les écrans à table, il n'y ait pas les portables sur la table, on ne répond pas quand on mange en famille, on ne répond pas aux coups de fil, enfin, tous ces petits trucs, quoi. Et puis on essaie de proposer des choses plus sympas à nos enfants que les écrans. Puis dans les entreprises, je pense que pareil, les réunions sans écran, enfin, je sais pas comment ça doit pouvoir se faire d'une certaine façon, quoi, ou au moins un quart d'heure. Personne n'est devant un écran.
Ouais, très bien. Alors, je rappelle d'ailleurs que Sycomore a monté avec AXA une coalition sur la technologie responsable. Donc, c'est un sujet, évidemment, qui est très important pour nous et on discute avec des entreprises pour qu'elles améliorent leurs pratiques Excellent. et pour que l'impact de la technologie soit positif, en tout cas pas, Mais ouais. pas négatif. Ouais, parce que l'entreprise, c'est pour l'adulte, ce que l'école est pour l'enfant. Oui, C'est-à-dire, c'est bien avec sûr. eux où on passe beaucoup de temps. Mm. Et s'il n'y a pas des règles, des Tout à fait. codes destinés à nous protéger, Mm. on déconne parfois Mm. avec les écrans. En tout Ouais, cas. tout à fait. Bon, écoute, merci beaucoup, merci mille fois, Merci. Christophe, pour cet échange. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. À bientôt.